politique. Il indique que tous les rassemblements en dehors des meetings politiques avaient été interdits, et ce, dès le début de la campagne. Je vous propose d'écouter quelques témoignages devant le tribunal d'Njamena. Le peuple tchadien a soifé de ces changements depuis 26 ans, d'injustice sociale, 26 ans de viols, 26 ans d'accaparement de la richesse publique, 26 ans de dictature, 26 ans, 26 ans, 26 ans. Trop, c'est trop, on est fatigué. Sera le bol là qui s'exprime aujourd'hui. Il n'est plus question seulement d'exiger une libération, mais également d'exiger un changement. Tout le monde est fatigué. Vous voyez, les Italiens sont fatigués de cette situation. Carton rouge à débit. Ça suffit, 26 ans, c'est assez. Ça, c'est pas la démocratie. Aucune démocratie dans le monde ne peut passer 26 ans au pouvoir. Ça, c'est impossible. Autrement dit, ce n'est plus la démocratie. Il n'y a pas la santé. Donc, le carton rouge, c'est le régime. L'audience a été renvoyée au 14 avril, soit après le premier tour de l'élection présidentielle. À la fin de cette audience, police et armée ont dispersé les manifestants par la force, tirs de sommation ainsi que de gaz lacrymogène. Mouvement de panique devant le tribunal d'Njamena. Au moins une personne a été blessée. Et c'est dans ce contexte que va se tenir dimanche la présidentielle tchadienne. Donc 13 candidats et non 14 se présentent. Un candidat s'est en effet retiré aujourd'hui au profit du président sortant Idriss Déby. Il s'agit de Mahamat Yosko Brahim du mouvement démocratique africain. C'est le père de Zouhoura, vous savez, cette jeune fille enlevée et violée par 5 lycéens au mois de février. Élection présidentielle également à Djibouti. Elle a lieu demain, vendredi. Le président sortant Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999, brigue un 4e mandat. Une partie de l'opposition a décidé de boycotter le scrutin. Elle dénonce une élection jouée d'avance. Trop divisée, cette opposition n'a pas réussi à prolonger l'élan des législatives de 2013 et à profiter du mécontentement populaire. Reportage de nos envoyés spéciaux Thaïs Brook et Duncan Woodside. Le visage d'Ismaël Omar Guelleh est placardé à tous les coins de rue ici. Environ une personne sur 3 porte les t-shirts ou une casquette à l'effigie aux couleurs du parti d'Ismaël Omar Guelleh. Une omniprésence aussi perceptible que l'opposition est inaudible. En effet, la coalition de l'USN est partie en rang dispersé et n'a pas réussi à s'entendre sur la stratégie à adopter. 2 candidats vont participer aux élections, tandis qu'une autre partie de l'opposition a décidé de boycotter et appelle au boycott du scrutin. Une division qui fait bien sûr les affaires d'Ismaël Omar Guelleh. Après les élections législatives de 2013, il y a eu des violences post-électorales, environ 5 morts et une centaine d'arrestations selon la Fédération internationale des droits de l'homme. Alors le porte-parole du gouvernement, qui est aussi le porte-parole du président candidat, espère que ces élections-là vont bien se dérouler. Les candidats indépendants et ceux de l'opposition et les candidats de la majorité, je crois qu'à ce jour, on fait preuve de beaucoup de retenue et nous pensons que c'est de bon augure. Et nous espérons que le jour du scrutin, cette sérénité va également prévaloir. L'opposition s'accorde au moins sur un point. Elle dénonce d'ores et déjà une mascarade électorale et estime que la commission électorale est aux mains du pouvoir. Pour les observateurs, une victoire au premier tour d'Ismaël Omar Guelleh est aussi probable que les résultats seront contestés. Thaïs Brook, notre envoyé spécial à Djibouti. L'accusation est sans détour. La France condamne le traitement indigne infligé aux détenus dans les prisons du Burundi. Déclaration du porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Il a pris en exemple le cas de Jacques Biozagara, ancien ambassadeur du Rwanda à Paris, mort le 30 mars dernier dans une prison de Bujumbura où il avait été enfermé pour espionnage. Au Congo-Brazzaville, le pasteur Ntoumi n'est plus délégué général de la présidence. Il a été relevé de ses fonctions. L'ancien chef rebelle s'était rallié au président Sassou Nguesso après l'avoir combattu entre 1998 et 2003. Mais aujourd'hui, il est accusé d'avoir commandité les violences qui ont eu lieu dans les quartiers sud de Brazzaville lundi. Le pasteur Ntoumi dément ces accusations. Le Congo-Brazzaville qui n'échappe pas au scandale des Panama Papers. Selon Le Monde, le nom du fils de Denis Sassou Nguesso figure dans une société basée aux îles Vierges britanniques. Contacté par le journal, Denis Christel Sassou Nguesso nie en bloc. Il dit ne pas connaître Mossack Fonseca, le cabinet d'avocats panaméens à l'origine de cet immense scandale d'évasion fiscale. Il dit aussi qu'il ne voit pas de quoi parle le journal quand il évoque les circuits financiers offshore du pétrole congolais.
Direction maintenant le Soudan du Sud. Le chef de la rébellion, Riek Machar, a annoncé aujourd'hui qu'il retournerait le 18 avril à Djouba pour y former un gouvernement de transition avec le président Salva Kiir, comme le prévoit l'accord de paix signé l'été dernier. Première étape encourageante, environ 800 policiers et soldats de la rébellion sont déjà arrivés dans la capitale sud-soudanaise. Ben Barnier. Accolades et poignées de main sur le tarmac pour les premiers soldats de l'opposition de retour à Djouba, la capitale du Sud-Soudan. Leur arrivée pourrait favoriser le retour du leader de l'opposition, Riek Machar. Nous allons nous entraîner ensemble en vue de la formation de la garde présidentielle et d'unités conjointes. Avant cela, nous allons nous réunir pour discuter des mesures pratiques et pour réunir les parties belligérantes. Un accord de paix prévoyant notamment le retour du leader de l'opposition a bien été signé en août 2015. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est resté lettre morte. En décembre 2013, le pays exportateur de pétrole sombre dans la guerre civile. L'élément déclencheur, la décision du président Salva Kiir de renvoyer son vice-président Riek Machar. Depuis, des milliers de personnes ont été tuées. Plus de 2 millions de personnes ont été contraintes de fuir leurs habitations. Ils doivent s'asseoir à la même table et se mettre d'accord pour dire que cela doit cesser. Ils doivent reconnaître qu'ils ont tué, qu'ils ont fait des choses nuisibles contre le peuple, qu'il est temps de commencer un nouveau chapitre dans l'histoire de notre pays. S'ils arrivent à faire cela, alors oui, le Sud-Soudan a peut-être un avenir. 2 ans de guerre civile ont laissé le pays meurtri. Plusieurs organisations humanitaires ont tiré la sonnette d'alarme, dénonçant les violations des droits de l'homme et la nécessité d'enrayer la crise alimentaire et sanitaire. Et aujourd'hui, Médecins sans frontières tire une fois de plus la sonnette d'alarme. Il y a une pénurie de médicaments essentiels au Soudan du Sud, prévient l'ONG. Elle appelle à la mobilisation pour éviter une crise médicale totale. Cette information qui fait réagir maintenant, la Serbie récompense les chefs d'État africains qui n'ont pas reconnu l'indépendance du Kosovo. Et parmi eux, Omar El-Béchir a été décoré. Le président soudanais poursuivi par la Cour pénale internationale pour génocide au Darfour. Allez, nous vous emmenons maintenant faire un tour à bord du taxi F1. C'est le héros d'une nouvelle série au Mali qui se déroule dans les rues de Bamako. Son nom, Taxi Tigui. Tout le monde monte à bord. Les commerçants, les hommes politiques, les fonctionnaires, les jeunes, les vieux. Produite par des Maliens, cette série veut bousculer les telenovelas sud-américaines qui sont omniprésentes au Mali. Regardez. À bord du taxi de F1, héros de la nouvelle série Taxi Tigui, diffusée depuis le 14 mars dernier sur la chaîne nationale malienne, chaque client est prétexte à un sketch, à une aventure rocambolesque. Caméra 1, tourne. Nos personnages sont très caricaturaux. Mais en même temps, on découvre toute la société bamakoise, les riches, les pauvres, les villageois, les djeli, mousseaux, qui sont les griots, etc. Enfin, tout le monde passe dans le taxi de notre héros F1. Produite grâce au soutien d'acteurs économiques locaux, la série a été tournée en bambara, principale langue parlée au Mali, afin de toucher toutes les couches de la population. Son acteur principal, un brin dragueur et grande gueule, nous conduit avec le sourire dans les méandres de la capitale malienne. Parce qu'il est toujours de bonne humeur. Donc à travers ces F1, on nous raconte les faits sociaux. Tout ce qui se passe dans la société, on retrouve le quotidien dans ces taxis. Donc en regardant ce film, on trouve le quotidien du Mali, tout ce qui se passe ici chez nous, que ce soit sur le plan culturel, économique, politique, on parle de tout. Cette année, le public pourra découvrir les 44 premiers épisodes de cette série 100% malienne. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'actualité continue sur France 24. Reporter. Décembre dernier, les nationalistes remportent les élections territoriales. Une première dans l'histoire de l'île. En leur donnant les clés de la région pour 2 ans, avant la mise en place de la collectivité unique, les électeurs ont sanctionné la gauche et la droite. Mais pas seulement.
Beaucoup de Corses, en particulier les jeunes, sont séduits par le discours nationaliste. Propulsés à la tête de l'exécutif, les nationalistes sont prêts à engager un bras de fer avec Paris, mais leur marge de manœuvre reste étroite. Nos reporters sont allés à leur rencontre. Reporter, à voir sur France 24 et sur france24.com. Parce que chaque jour est une page d'histoire qui se tourne. Parce que l'actualité n'attend pas. L'information. Partout. En toutes circonstances. Sur tous les thèmes. Pour comprendre le monde. Pour imaginer le monde. France 24, un autre regard sur l'actualité.